Bonjour les gens, c'est parti pour une nouvelle vraie story. Cette fois je vais parler des galères que j'ai eues pour pouvoir aller au Japon l'année dernière. Il faut savoir que c'était la première fois que j'y allais, c'était le rêve de ma vie. Ça c'était vraiment un truc que je voulais faire depuis des années et là je m'étais décidée enfin. Mais les choses ne se sont pas du tout passées comme je l'aurais souhaité. Évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une maudite des administrations. Quand je dis que je suis maudite, je pèse mes mots, vraiment, hein. Vous allez vous en rendre compte très facilement. Déjà, pour situer dans le contexte, à ce moment-là, j'étais en arrêt longue maladie, après une hospitalisation de 6 mois. C'est très important, vous allez comprendre pourquoi. À ce stade-là, le poste que j'occupais n'était pas compatible du tout avec mon état de santé. Donc je pouvais pas reprendre le travail et je pouvais pas faire de formation non plus. C'était le bordel, on va dire clairement. Je commençais vraiment à me poser des questions, mais qu'est-ce que je fais de ma vie quoi? C'est quoi ma vie là, aujourd'hui, maintenant? Pas grand-chose. Clairement, pas grand-chose du tout. Le bilan était plutôt négatif à ce stade de ma vie. Je me disais que j'avais rien accompli en fait. Et là-dessus, il y a eu un élément déclencheur qui a été le décès d'une de mes amies. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça aurait pu être moi. Et je me suis posé la question, si tu mourais demain, quelle est la chose que tu regretterais de ne pas avoir fait? Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de partir au Japon. Et là, je me suis dit, te pose pas la question, il faut que tu y ailles. À partir du moment où j'ai l'idée en tête, impossible de me faire changer d'avis, c'est mort! Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Déjà, financièrement, il faut des sous! Et moi, j'ai pas de sous. Et il y a aussi quand même autre chose qui est très très important, c'était la peur. La peur de l'échec. Moi, j'ai reçu une éducation qui m'a poussée à devenir perfectionniste. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas du tout un avantage. C'est pas du tout une qualité, c'est un gros handicap. Parce qu'une personne perfectionniste, déjà, n'est jamais satisfaite de ce qu'elle fait. Et en plus, elle a une peur panique de l'échec. Parce que c'est une personne qui ne supporte pas de ne pas réussir du premier coup. C'est-à-dire que le coup d'essai, ça doit être un coup de maître. Or, on sait tous que quand on apprend, on va faire des boulettes, on n'arrivera pas à maîtriser quelque chose du premier coup et c'est souvent en faisant des erreurs qu'on va apprendre. Tu prends un bébé qui apprend à marcher, c'est pas la première fois qu'il le met sur ses petites jambes qu'il va marcher, d'accord? Il va tomber un nombre incalculable de fois. Bon, pourtant, il marche. La preuve, c'est que on marche, hein, tous. Pour ceux bien sûr qui n'ont pas eu d'accident ou de problème de motricité, on a tous appris à marcher. Donc on s'est pas arrêté au fait d'être tombé. Le problème du perfectionniste, c'est ça. C'est que dès qu'il tombe, déjà c'est une humiliation cuisante qui est insupportable. On se sent nul au plus haut point. Et comme tu ne peux pas affronter et gérer ce sentiment-là qui est très très fort et très destructeur, et bien en fait, tu te contentes de rester dans ton domaine d'expertise et surtout tu n'expérimentes rien de nouveau. Parce que qui dit nouveau dit risque de se planter. Et ce qu'on considère comme un échec, en fait, ce n'est pas un échec, c'est juste de l'apprentissage. Mais un perfectionniste va considérer que c'est un échec. Si c'est pas réussi, c'est un échec. Entre les deux, il n'y a pas de oui, j'ai acquis de l'expérience, oui, j'ai appris quelque chose. Non. C'est soit je réussis, soit j'échoue. Et l'échec n'est pas concevable. J'avais cette peur de me confronter, mine de rien, la barrière de la langue, le choc culturel, tout un tas de choses en fait me faisaient peur. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais peur de ne pas être capable de faire ce voyage tout simplement. Et ça me bloquait, j'avais ce gros blocage. J'ai beaucoup travaillé sur mes blocages entre temps. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Les vidéos, forcément, au début, elles seront pas top. D'ailleurs, là, le son, il doit être absolument dégueulasse. Parce que j'ai pas de micro. J'en reparlerai aussi des problèmes que j'ai eu avec le matos pour faire des vidéos. Parce que ça aussi, c'est une épopée.
Mais voilà, je me dis, c'est pas grave si c'est pas parfait. Il faut bien commencer quelque part. Il faut commencer par quelque chose. Et puis j'améliorerai au fur et à mesure. J'ai vraiment fait ce travail sur moi-même et je me suis dit, il faut que tu arrêtes d'avoir peur parce que ta peur te fait manquer les choses que tu aimes. Et ça, c'est triste. C'est une peur malsaine parce qu'elle paralyse. C'est la différence de la prudence. La prudence, c'est quand par exemple tu es sur un carrefour et que tu dois traverser le passage piéton. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes à droite, à gauche pour voir s'il n'y a pas une voiture qui passe et tu traverses s'il n'y a pas de danger. Voilà, ça c'est de la prudence. Être insouciant, c'est traverser sans regarder. Mais l'inverse, l'autre extrême, c'est la peur. La peur qui te paralyse, c'est celle qui fait que tu restes sur le trottoir et que tu traverseras jamais la route. Même si tu as regardé 150 000 fois à droite et à gauche, à droite et à gauche, et même si à perte de vue jusqu'à l'horizon, il n'y a aucune bagnole, tu ne traverseras jamais. Ça c'est la peur. Ça c'est la peur, ça te paralyse et ça t'empêche d'avancer. Ça détruit ton potentiel en fait. Parce qu'on s'imagine plus de difficultés que la réalité ne l'est. Et on se sous-estime beaucoup. Et moi c'est vrai que après avoir fait le voyage, je me suis rendu compte que j'étais capable de beaucoup plus que ce que je m'étais imaginé. Donc aucun regret là-dessus, clairement il faut le faire. Et si vraiment voilà, si vous avez une passion, quelque chose qui vous anime, soyez prudent dans le sens où il faut bien peser le pour, le contre. Voilà, ne pas se lancer comme ça, tête première sans réfléchir, mais ne rien faire tout court, c'est pas bon non plus quoi. Donc ça c'était les deux raisons principales pour lesquelles je n'avais jamais réalisé ce voyage. Et là en fait je m'étais dit, il faut le faire. Il faut le faire, pourquoi? Comme je l'avais précisé, j'étais en arrêt longue maladie. Je n'avais pas de perspective de reprendre mon poste puisque clairement il n'est pas adapté à mon état de santé actuel. Je ne pouvais pas faire de formation pour me réorienter. Enfin bref, j'étais bloquée. Clairement j'étais bloquée, la situation elle était sclérosée, elle l'est toujours hein, d'ailleurs. Donc là c'était clair et net, il fallait que j'y aille. Moi j'avais épargné des sous à la base pour pouvoir passer le permis. Parce que moi je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui me payent le permis, on n'avait pas les moyens. Et je me disais que ça faisait partie des choses qu'il fallait absolument que je fasse. Pour le travail aussi, hein, il faut passer le permis. Le problème c'est que pour passer le permis il faut des sous, mais pour des sous il faut travailler, mais pour travailler il faut le permis. Voilà. Donc là j'avais mis des sous de côté et à la base c'était pour passer le permis. Et là j'avais le choix, je m'étais dit soit tu passes le permis, soit tu vas au Japon. Donc j'avais le choix entre faire quelque chose de très raisonnable et faire quelque chose de passionnant. Le fait est que j'ai passé ma vie à faire des choix rationnels et raisonnables. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis retrouvée à l'hosto. Parce que ça m'a totalement desservie. Je ne me suis jamais écoutée. J'ai mis sous cloche ma personnalité, mes besoins, mes aspirations. Et au final, j'en ai rien retiré. Je me suis sacrifiée, mais j'en ai rien retiré du tout. Donc à ce stade-là, je me suis dit, on va tester l'autre méthode. On va faire un truc totalement déraisonnable. Allez chiche, on y va. Attention, je ne suis pas non plus partie, peut-être la première comme je l'ai dit, je suis malgré tout quelqu'un de prudent. Donc ce voyage, je l'ai préparé. Et j'ai mis presque un an, ouais, à bien établir ce projet et à bien le penser. D'abord j'ai commencé par me renseigner beaucoup, notamment sur YouTube, donc c'est comme ça que j'ai fait la découverte de tous les youtubeurs qui m'ont beaucoup aidé. Louis San, TV Louis, Ichiban Japan. Mec, tu m'as sauvé la vie. Je te l'ai déjà dit d'ailleurs et merci d'ailleurs d'avoir répondu à mon mail. Japania, le Japon en noir et blanc. Très très bonne chaîne. J'ai glané les informations pour vraiment me faire une idée plus précise de ce qu'est la réalité de la vie au Japon. Parce que entre mon fantasme et la réalité, il y a un gouffre. Et en fait c'est sur une des émissions de Tev, il avait parlé de Gogo Nihon, qui permet de faire des voyages études. Donc il avait eu une sponsor sur une de ses vidéos où il était à Hokkaido, je crois. Il avait assisté à un cours pour les étrangers qui apprennent le japonais. Et donc dans la barre d'infos, il y avait le lien du site Gogo Nihon. Donc moi, ni une ni deux, j'ai appuyé dessus, j'ai fait bon alors qu'est-ce que c'est cette histoire? On peut apprendre le japonais? Oui mais parce que il faut savoir que de base moi je voulais faire un working holiday.
Mais je n'ai pas pu parce que j'ai passé la date de péremption. C'est pour les personnes qui ont 30 ans maximum. Et moi j'ai plus de 30 ans au moment où je veux faire ce voyage en question. D'ailleurs ça c'était un de mes regrets, je me suis dit qu'en fait j'ai loupé le coche à plein d'occasions. Et encore une fois, comme je le disais, c'était majoritairement à cause de la peur. Donc le Working Holiday, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas osé. Et aujourd'hui, clairement, je regrette. Et forcément, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'il faut un minimum de niveau en japonais requis? Enfin, voilà, des questions tout à fait légitimes, quoi. Donc, je vois, vous avez des questions, contactez-nous. Qu'est-ce que je fais? Moi, je contacte, hein. J'ai rien à perdre, de toute façon je suis à la maison. Donc je leur pose effectivement ces questions-là. Je leur dis voilà, j'ai tel âge, je suis en France, je suis dans telle situation, je parle pas du tout japonais, j'aimerais faire un study trip, mais ça se passe comment? Quelles sont les conditions? Est-ce que je peux prétendre ou pas? Voilà. Et j'ai reçu une réponse dans les 24 heures. Et ça a été le cas d'ailleurs à chaque fois que j'ai posé des questions, sous 24 heures j'avais une réponse. Franchement, là-dessus, staff au top. Le correspondant que j'ai eu, moi, jusque-là, c'est Maxime, très bien. Et il a répondu toujours à toutes mes questions très rapidement et avec beaucoup de précision. Déjà, le premier truc, quand il m'a dit qu'il n'y avait pas de limite d'âge, j'ai fait « Oh, c'est possible! Même pour les vieux, on a le droit !» Non mais c'est vrai, il y a une espèce de discrimination de l'âge qui fait que... quand t'as plus de 25 ans, il y a plein de trucs que tu peux plus faire. Quand t'as plus de 30 ans, c'est encore plus compliqué. Si t'as pas fait les bons choix avant la trentaine, concrètement, ta vie, elle est foutue. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière, il n'y a pas moyen d'apprendre, il n'y a pas moyen de se former quand t'as plus de 30 ans. Et ça, c'est extrêmement frustrant, en fait. Donc là, ils m'ont dit que c'était possible. On m'a dit qu'il n'y avait pas de niveau de japonais requis. Débutant accepté. Lui dit alors là les mecs on commence à tenir quelque chose de bien. Là on est pas mal parce que moi à part le japonais que je connaissais en regardant des animés et des dramas, j'étais débutant quoi. Ils ont dit non débutant accepté et tout machin, intéressant. Et bien sûr après la question qui se pose, pour quelle durée, dans quelle zone géographique, pour quel budget, toutes ces questions-là, il faut en débattre pour pouvoir construire un projet qui est cohérent parce que mon budget et mes disponibilités ne sont pas les mêmes que les vôtres. Mes objectifs ne sont pas les mêmes non plus. Ça dépend aussi du type de japonais que vous voulez apprendre. Si vous voulez apprendre le japonais conversationnel, le japonais pour passer le JLPT, est-ce que vous voulez le japonais business pour travailler au Japon? C'est trois choses totalement différentes en fait. Et en fonction de vos objectifs, évidemment, on vous dirigera vers des écoles adaptées à vos objectifs et qui seront aussi adaptées à votre budget. Et qui seront aussi adaptés à la zone géographique dans laquelle vous voulez être. Alors évidemment, là où il y a le plus d'écoles, forcément c'est à Tokyo. Ça c'est logique, c'est la mégalopole, hein, donc voilà. Mais il y a des écoles dans tout le Japon en fait, et ça c'est très intéressant aussi. Et au départ, moi je voulais aller à Tokyo, comme à peu près tout le monde. Et je voulais y aller au printemps, comme à peu près tout le monde aussi, hein, pour voir les sakuras, donc voilà. J'avais des choix, on va dire, qui étaient un petit peu stéréotypés, hein. Mais ça a changé. J'ai une de mes meilleures amies là-bas, ma petite Fraise, coucou à toi. Donc Fraisa-sama, donc, qui est une grosse fan de Dragon Ball. Et en fait sa chaîne est dédiée à Dragon Ball. Donc si vous êtes des fans de Dragon Ball, allez-y, cette chaîne est faite pour vous. Et donc ma petite Fraise qui habite là-bas maintenant depuis 7 ans, et moi ça faisait déjà des années que je l'avais pas vue, et je me suis dit tiens, on va joindre l'utile à l'agréable, on va faire un petit coucou aux copines. Voilà, donc ça c'était le plan de base. Et en fait plus j'y pensais et plus je me disais que c'était pas suffisant. Je sentais qu'il manquait quelque chose, j'avais besoin de plus. C'était pas satisfaisant pour moi d'être juste une touriste, de faire tout ce que tout le monde fait, d'aller dans les spots où tout le monde va. Quel est l'intérêt quelque part? Et ce qui m'a vraiment aidé à ça, c'est justement les vidéos de Ichiban Japan. C'est pour ça que je dis que vraiment,
Guigui, merci maître Guigui. Tu m'as ouvert un horizon, mais alors tu n'as même pas idée. Et c'est vrai que c'est là où j'ai commencé à me dire que le Japon c'est pas Tokyo déjà, d'une, il y a d'autres choses formidables. Et effectivement il apparaissait aussi que la barrière de la langue, ça enlève une partie du plaisir du voyage. Puisque un des plaisirs du voyage, ça va être les rencontres. Les gens qu'on va rencontrer, avec qui on va discuter. Et pour discuter, faut parler japonais. Voilà. J'ai envie de dire, quand tu viens en France, faut parler français, c'est pareil. Donc les gens qui se disent ouais, mais je vais aller au Japon, mais je parle pas japonais, est-ce que c'est possible? Demande à un Vietnamien de venir en France sans parler français et demande-lui si c'est possible. Et c'est là où, effectivement, quand j'ai vu cette vidéo de Tev où il parle des voyages études, j'ai fait mais voilà, mais c'est exactement ça que je veux. C'est vraiment, ça collait mais pile poil. Tu as 3h30, 4h de cours le matin. L'après-midi, t'es en libre. Du coup, tu peux faire du tourisme, sachant qu'en plus, l'école propose aussi des activités culturelles. Je me suis dit, c'est parfait, parce que d'un côté, je vais apprendre le japonais, et de l'autre, je vais pouvoir crapahuter et découvrir le pays. C'était un petit peu le but. On peut joindre l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Mon choix de base, qui était d'aller à Tokyo en avril, je l'ai changé presque à la dernière minute parce que entre temps il y a un autre voyage qui avait été proposé qui n'était pas au moment où moi je m'étais inscrite. C'était un voyage études à Akita et quand j'ai vu le descriptif je me suis dit mais j'ai eu un coup de cœur, ça me correspondait à 200%. Je voulais visiter le Japon rural, le Japon traditionnel, le Japon authentique. Et c'était exactement ça. Les onsen, les activités culturelles autour des matsuri, la calligraphie, la cérémonie du thé en kimono dans une maison de samouraï. Moi j'étais en mode mais c'est trop bien. En plus, quand c'est hors de Tokyo, c'est moins cher, on va pas se mentir. Enfin, je regardais le rapport qualité-prix, je me disais mais attends, mais ça vaut le coup cette histoire. Parce que les voyages études, il y en a qui durent 2 semaines par exemple. Et celui de Tokyo, il durait 3 semaines. Celui d'Akita durait 4 semaines. Déjà j'ai 1 semaine de plus. On crache pas, hein. Puis en plus le logement. Une share house vraiment traditionnelle et tout, avec les tatamis. Moi j'étais en mode mais je veux faire ça. C'est ça que je peux faire. Et franchement pareil, comme je vous ai dit, le rapport qualité-prix il était hyper honnête quoi. Donc j'ai demandé, j'ai fait est-ce que c'est possible de me positionner sur le voyage d'Akita, de changer. J'ai dit est-ce que c'est possible, si c'est pas possible tant pis, mais si c'est possible dites-le moi. On m'a dit que c'était possible, mais par contre il fallait faire vite. Et en plus c'était pas pour le mois d'avril, c'était pour le mois de février. Et on était en octobre-novembre. Donc comment vous dire que la deadline elle arrivait très vite. Et là pour le coup je partais vraiment sur autre chose. Là j'allais partir au Japon en plein hiver, en plus dans un endroit très froid. Le climat il est similaire à celui de Hokkaido. Donc c'est minimum 50 cm de neige, mais en fait généralement c'est 1, 2 voire 3 mètres de neige. D'ailleurs c'est là-bas qu'il y a de très bonnes stations de ski, donc ceux qui aiment les sports d'hiver, allez à Akita. Pour le coup il n'y avait aucun français dans le staff, contrairement à l'école de Tokyo, donc c'était que anglais et japonais. Je partais en hiver, là où il fait moins 42 degrés, et moi je suis une fille des îles. Donc j'allais me retrouver dans le froid alors que moi j'aime la chaleur. J'ai pris le contre-pied total de la facilité, clairement. Je me suis dit, chiche, quitte à te lancer un défi, fais-le bien quoi. Et je me suis dit, pourquoi choisir? Je peux très bien faire 1 mois à Akita et passer un 2e mois à Tokyo. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis inscrite pour la session de février à Akita. Donc j'ai passé 1 mois là-bas. Et après, le mois de mars, je le passais à Tokyo. Et là aussi, j'allais me mettre au défi d'appliquer tout ce que j'allais apprendre en 1 mois. Parce que là, pour le coup, j'allais être toute seule. Je pouvais compter que sur moi-même. Donc là, c'était un gros défi.
Mais j'étais clairement motivée. Vraiment, d'ailleurs, au niveau de ma santé, ça s'est ressenti tout de suite. Ça m'a donné un aplomb, mais de ouf, ça m'a filé un coup de fouet. J'avais une raison de me lever le matin, je me mettais à soulever des montagnes, enfin des trucs de ouf. Ce projet, il m'a porté et il m'a vraiment permis d'aller mieux. Mais on est en France, le pays des administrations, le pays où les choses ne se passent jamais comme on veut, surtout pour les gens comme moi qui sont des maudits des administrations. Ça a été une galère. Alors, on attaque.